Monsieur Dumay. Donc, je vous remercie au nom de l'établissement d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui parmi nous pour cette conférence et pour les échanges qui nous suivent. Donc, je vais m'efforcer de faire une présentation forcément rapide, mais je l'espère exacte de votre parcours et de vos travaux. Donc, vous êtes... Vous êtes sociologue et prof à l'université de Bordeaux 2. Vous étiez jusque récemment, directeur d'études hautes à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc vos travaux sont diversifiés. Néanmoins, depuis la publication de l'ouvrage intitulé La Galère en 87, vos thématiques de recherche sont orientées vers la jeunesse et l'éducation. Donc vous êtes aujourd'hui un spécialiste largement reconnu de l'institution scolaire, donc en particulier les déterminantes de la réussite ou de l'échec scolaire et des inégalités sociales à l'école. Donc vous êtes connu notamment pour avoir développé une forme d'analyse sociologique que vous qualifiez de sociologie de l'expérience. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la marginalité du juvénile, à l'école et aux institutions. Donc, outre La Galère, nous pouvons citer de manière non exhaustive Les lycéens, paru en 91, L'école des chances, qu'est-ce qu'une école juste en 2004, La préférence pour l'inégalité, paru en 2014, et plus récemment Ce qui nous unit, publié en 2016. Donc je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité. Je vais essayer de ne pas vous assommer par des raisonnements extrêmement compliqués. Je voudrais vous parler des inégalités scolaires en mettant en évidence quelques problèmes et puis vous aurez la possibilité de me dire que tout ça est absurde, que je ne comprends rien, que vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Alors je voudrais démarrer par deux précautions qui me paraissent importantes. Vous savez que pour les sociologues, depuis 50 ans, on dit au fond les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Voilà. En clair, ça veut dire si vos parents sont riches, ont fait des études supérieures et lisent Télérama, vos chances de réussir à l'école sont supérieures à celles que vous avez si vos parents n'ont pas fait d'études, sont pauvres et lisent TéléZ. Voilà. Alors quand on lit ça, on dit évidemment si mes parents n'ont pas fait d'études, sont pauvres et lisent TéléZ, je suis foutu. Ou bien si mes parents lisent Télérama, sont riches et ont fait des études supérieures, au fond c'est déjà gagné. Alors je voudrais expliquer une chose extrêmement simple, mais qu'on finit par oublier souvent, c'est ce que veulent dire les statistiques. Et les statistiques nous donnent des résultats sur des moyennes et pas des résultats sur des individus. Autrement dit, si j'étais le prof de philo, je dirais qu'il peut y avoir des déterminismes collectifs et de la liberté individuelle. Je vais essayer de vous expliquer, ça c'est le beau sujet du philo d'ailleurs, suggère, voilà. De le reprendre, je vais vous expliquer pourquoi de manière extrêmement simple. C'est parce que les statistiques qui nous disent qu'il y a un déterminisme social en fonction de l'origine, etc., sont faites sur des moyennes, sur des très grands effectifs, on calcule la moyenne. Par exemple, on peut dire, en moyenne, les enfants de cadres ont 13. Voilà. On peut dire, en moyenne, les enfants d'ouvriers ont 11. 11 de moyenne. Bon. Et quand on lit ça, on se dit, au fond, tout se passe comme si tous les enfants de cadre avaient 13 et tous les enfants d'ouvriers avaient 11. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le 13 de moyenne, c'est une distribution gaussienne, c'est-à-dire que la moyenne est à 13, mais il y a beaucoup d'enfants de cadre qui ont plus de 13 et beaucoup d'enfants d'ouvriers qui ont moins, et d'enfants de cadre qui ont moins de 13. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants d'ouvriers qui ont plus de 11 et plus de 13, et beaucoup d'enfants d'ouvriers qui ont moins de 11 et moins de 13. Donc ça veut dire que si je prends un individu, enfant de cadre ou enfant d'ouvrier, un seul, je ne peux pas du tout savoir où il va être. Pour prendre un exemple, je peux dire que tous les Basques pèsent en moyenne 80 kg,
que tous les Béarnais pèsent en moyenne 70 kg. Mais si je prends un Basque au hasard, il peut peser 100 kg ou 40 kg. Et un Béarnais, il peut peser 100 kg ou 40 kg. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, au niveau de chaque individu, la moyenne ne joue pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, je veux dire, les Américains mesurent 1m90, les Français mesurent 1m80. En moyenne, il y a plein d'Américains qui mesurent beaucoup moins d'1m80 et plein de Français qui mesurent beaucoup plus qu'1m90. Individuellement, ça ne joue pas. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça ne veut pas dire que tous les enfants sont individuellement déterminés. Ça veut dire que si j'en prends 30 000, 40 000, effectivement, j'aurai très long. Alors on a le même cas avec les filles et les garçons. En moyenne, les filles ont de meilleures notes à l'école que les garçons. Mais dans ma classe, il est possible que les meilleurs élèves soient des garçons et les plus mauvais soient des filles. Mais en moyenne, les filles ont de meilleures notes que les garçons. Ça ne veut pas dire que chaque fille a de meilleures notes que chaque garçon. Donc, ça c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Quand je vais dire ça, il y a du déterminisme social, il faut le prendre comme un jugement sur des collectifs, mais pas un jugement sur les individus qui composent ce collectif. Ça paraît un peu bizarre, mais vaut mieux le savoir, parce que très souvent, quand les sociologues donnent des résultats, on en déduit qu'il y a des sortes de lois, mais c'est pas vrai. Ça marche pas. Ça marche pas. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les grandes inégalités scolaires sont le produit de l'agrégation de petites inégalités. Ça veut dire que pour avoir une grande inégalité à la fin du parcours, il ne faut pas qu'il y ait forcément une grande inégalité au début du parcours, mais qu'il y ait la répétition de petites inégalités qui vont croître de manière géométrique. Alors, tout ça est un peu abstrait, je vais expliquer sur un exemple absurde, mais qui pourrait être simple. Bon. Imaginez que j'ai toujours mes riches et mes pauvres, mes lecteurs de Télérama et mes lecteurs de, je sais pas, les amateurs de The Voice. Les gens qui regardent Arte, les gens qui regardent The Voice. En réalité, tout le monde regarde The Voice, mais il y a des catégories sociales qui disent que c'est pas vrai. C'est autre chose. Mais faisons comme si c'était comme ça. Imaginons que chaque fois que la catégorie sociale favorisée, les enfants de la catégorie favorisée passent un examen, passent une épreuve scolaire, ils soient reçus, parce que des conditions sociales meilleures, ils soient reçus dans 80% des cas. D'accord ? Imaginons que chaque fois que les enfants de la catégorie sociale défavorisée passent la même épreuve scolaire, ils soient reçus dans 50% des cas. Alors vous voyez qu'il y a une inégalité, mais elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, l'inégalité. Ça veut dire que ceux-là ont 1,6 fois plus de chances de réussir que les autres. Alors c'est inégalitaire, mais c'est pas gigantesque. Hein. Si vous avez 1,6 fois plus de chances ou moins de gagner au loto, on joue quand même. Bon, c'est pas énorme. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous imaginez maintenant que vous faites entrer en 6e 100 gamins et 100 gamins. Première épreuve, il y a le brevet. Survivent dans le système, après le brevet, 80. D'accord ? Survivent 50. Jusque-là, ça va. Imaginez, alors c'est pas vrai, mais quand même un peu vrai, qu'il y ait les vraies filières de bac jugées dignes, honorables, nanana, et les moins dignes, honorables. Bon, on ne va pas donner de précision, mais il y a quand même un peu ça. Bon. Survivant, fin de seconde vers les filières honorables, 80% de 80, j'ai 64 élèves qui sont toujours en course. D'accord ? Là, j'en ai la moitié, 50% de 50, 25. Imaginez qu'il y en a qui ont le bac avec la mention assez bien, bien, très bien, qui permet de préparer une BTS, une grande école, machin, etc. Et ceux qui ne l'ont pas, bon,
Imaginez. Ça se passe comme ça. Survivant ici, 80% de 64, ça fait à peu près 50 élèves en course. Là, j'en ai 12 élèves. L'écart commence à être sensible. Imaginez qu'il y ait ceux qui réussissent les grandes écoles grâce auxquelles ils accéderont aux élites sociales et scolaires, etc. Il va m'en rester ici 40, toujours en course, et là, il va m'en rester 6,27. On commence à crever. Imaginez qu'il y ait les vraies grandes écoles, c'est-à-dire Polytechnique, les Mines, Normal Sup, Sciences Po Paris, etc., puis la fac. Bon, c'est vachement bien la fac, mais voilà. Il va m'en rester 80% de 40, 32 en course, et là, il va m'en rester 3. Donc, une petite inégalité de départ va produire à la fin du parcours une inégalité considérable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça ne veut pas dire, là l'écart est de 10, ça ne veut pas dire que les enfants de la catégorie défavorisée sont 10 fois plus inégaux que les autres. Ça veut dire qu'ils sont un peu inégaux et qu'on répète l'opération. Ce qui fait d'ailleurs que si on rajoute une année d'études, eh bien on creuse le mécanisme inégalitaire. Ce qui fait que quand on dit allonger les études, il faut réfléchir 2 fois, si je peux me permettre, avant d'agiter des slogans. Donc ça, je voudrais bien qu'on le comprenne, parce que si vous croisez mes deux raisonnements, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une formidable marge, au fond, pour les individus, mais que les mécanismes collectifs, eux, ils sont robustes et un peu déprimants. Voilà. Donc, ça, c'est pour que vous ne disiez pas, en fonction de mon origine sociale, je suis... tout est joué. Non. Rien n'est joué au niveau des individus. Au niveau de plusieurs dizaines de milliers de personnes, effectivement, il y a des inégalités. Alors maintenant, je rentre dans le sujet. Il y a une sorte de loi sociologique générale qui vaut pour tous les pays de la planète, toujours. C'est que quand les sociétés sont inégalitaires, eh bien, les systèmes scolaires, grosso modo, reflètent les inégalités sociales. Alors le sociologue bien connu en France qui a dit ça dans les années 60, c'était un Béarnais d'ailleurs. Voilà, il appelait ça la reproduction. Bon, c'est pas exactement une reproduction parce que ça change quand même au cours des générations, mais alors il explique que ce qui a été au fond son génie, c'est de dire au fond l'argent compte beaucoup moins que la culture familiale. Ce qui explique le fait que les uns réussissent mieux que les autres, c'est pas tellement la distribution de la fortune, c'est plutôt la distribution de ce qu'il appelle le capital culturel. Voilà. Le fait qu'il y ait des livres à la maison, le fait qu'on parle une langue plus maîtrisée sur le plan scolaire, le fait qu'on ait plus d'ambition scolaire, etc., mais ça fait ces petits écarts. Tout ça, ça fait des petits écarts qui, à la fin, feront de grands écarts. Voilà. Alors ça, Dieu a expliqué ça comme ça. D'autres l'ont expliqué en disant, au fond, ce que veulent les gens, c'est monter dans la société. Et quand vous êtes dans une catégorie sociale déjà en haut, il faut de gros efforts scolaires pour grimper un peu plus. Alors que si vous êtes d'origine modeste, pour grimper un peu, ça demande de moins gros efforts scolaires. Donc, ça, c'est plutôt les gens qui étaient du côté Coleman aux États-Unis, du côté Boudon en France. Mais en même temps, on fait des milliers de dissertations qui opposent les deux modèles. En fait, les deux modèles sont à peu près compatibles, disent en réalité presque la même chose. Mais il faut se disputer, c'est plus chic, c'est un peu de raison d'exister. Voilà. Donc, vous avez cette question. Vous avez des gens comme un Anglais qui s'appelait Bernstein, qui dit, alors c'est très anglais comme raisonnement, il dit c'est dans la langue. C'est comme dans l'abbé. Voilà. Si vous parlez la langue des maîtres, vous réussissez mieux à l'école que si vous parlez la langue des gens qui s'occupent de la cuisine et du jardin.
Bon, on vous explique ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça joue aussi sur des compétences qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, on a longtemps pensé que, comme c'était culturel, seules les épreuves en français, en philo, en littérature étaient socialement déterminées. Or, en fait, ça marche encore plus pour les maths. Troublant. Les maths, il y a aussi des biais sociaux. Ça marche pour le sport aussi. C'est très très embêtant. Les bons élèves, enfants de milieux favorisés, réussissent mieux en sport que les autres. Bon voilà, donc ça joue, c'est horrible. Je répète, c'est sur des collectifs, c'est pas sur chacun d'entre vous. Ça joue, c'est horrible. Sur des collectifs, mieux vaut être un enfant de parents riches et cultivés qu'un enfant de parents pauvres et analphabètes. Point, barre. Collectivement, je répète, pas individuellement, parce que si vos parents sont riches, cultivés et ignobles, c'est moins bon que s'ils sont pauvres, incultes, mais sympas. Même, rappeler les choses de temps en temps, voilà. Mais, collectivement, il y a cette sorte de règle. Voilà. Donc ça, la sociologie le répète ad nauseam, le répète sans cesse, en ayant l'air d'avoir découvert le tiède chaque fois. Ça fait du bien. Et il n'y a pas de recherche qui démontre l'inverse de ça. Alors, en revanche, les recherches nous apprennent des choses beaucoup plus amusantes. Je vais faire mon troisième tableau. Le vocabulaire est un peu précis, je suis désolé, sur l'amplitude de la relation entre les inégalités scolaires et les inégalités sociales. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça joue. C'est-à-dire que plus il y a d'inégalités scolaires, sociales, plus il y a d'inégalités scolaires. C'est-à-dire si vous comparez le Brésil, pays très inégalitaire, et la Suisse, pays très faiblement inégalitaire, eh bien, il y a plus d'inégalités scolaires au Brésil qu'il y en a en Suisse, parce qu'il y a plus d'inégalités sociales au Brésil qu'il y en a en Suisse. Voilà. Alors, le monde de l'école adore cette explication, je vous le signale. Enfin, le monde de l'école, la salle de prof, adore cette explication. La salle de prof n'existe pas. Mais... parce qu'au fond, elle dit, s'il y a des inégalités scolaires, c'est pas la faute à l'école, puisque c'est la faute aux inégalités sociales. Donc, comme je vous dis, en général, il suffit d'abolir le capitalisme et on n'a plus d'inégalités scolaires. Je signale que même dans les pays où on a aboli le capitalisme, les enfants du parti réussissaient mieux que les enfants dont les parents n'étaient pas au parti, mais ça, c'est ultra codé pour les vieillards. Donc, mais, voilà. Grosso modo, ça marche. Sauf que quand on regarde de près, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les 40 pays grosso modo les plus riches du monde, eh bien on s'aperçoit que la relation n'est pas si claire que ça. C'est-à-dire que si vous classez les pays par les inégalités sociales, là, bon, vous avez les pays très peu inégalitaires socialement, alors qui sont bien connus, c'est la Norvège, la Suède, la France est un pays assez peu inégalitaire dans les comparaisons internationales, contrairement à ce qu'on pense. On est, grosso modo, il n'y a que les pays scandinaves qui sont moins inégalitaires que nous. Hein. Et puis vous avez des pays beaucoup plus inégalitaires, et le plus inégalitaire des inégalitaires, des pays comparables, c'est les États-Unis. Ça veut dire quoi inégalitaire? Ça veut dire que si vous raisonnez en termes de coefficient de Gini, alors c'est un peu technique, mais votre prof vous l'expliquera. Et si vous comparez les écarts de revenus après redistribution sociale, c'est-à-dire après le prélèvement des impôts, la redistribution des allocations diverses, grosso modo en France, l'écart de revenus, je laisse de côté le patrimoine qui change les choses, mais les écarts de revenus, grosso modo les 10% les moins riches en France, gagnent à peu près 3, fois moins que les 10% les plus riches. Bon. Voilà, c'est moins de 4. C'est-à-dire que les 10% les plus riches gagnent 4 fois plus que les 10% les plus pauvres. Bon.
Si vous êtes aux États-Unis, c'est 7 fois plus. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bien. Et en même temps, on peut comparer, de l'autre côté, les inégalités scolaires. Alors les inégalités scolaires, on les compare grâce à une enquête qui est peu contestée aujourd'hui, qui s'appelle l'enquête PISA, qui mesure le niveau d'acquisition scolaire de toute une classe d'âge âgée de 15 ans. C'est très bien fait, je signale. Tous les gens qui ont mis le nez dans l'enquête en disant ça marche pas, ben, ils sont sortis en disant ça marche, c'est bien. Et donc on peut dire qu'il y a des pays dans lesquels l'écart de performance scolaire entre les 10% les meilleurs et les 10% les moins bons est plus ou moins élevé. Donc vous pouvez classer les pays par inégalité sociale et inégalité scolaire. Si la loi disant plus les inégalités sociales sont grandes, plus les inégalités scolaires sont fortes, eh bien tous les pays seraient répartis le long de la diagonale. C'est-à-dire l'école ne ferait rien d'une certaine façon, elle se contenterait d'enregistrer les inégalités sociales. Alors, c'est vrai, les pays scandinaves, peu inégalitaires socialement, sont peu inégalitaires scolairement. Les États-Unis, très inégalitaires socialement, sont très inégalitaires scolairement. Donc, jusque-là, ça va. Sauf que, il y a un tas de pays qui ne sont pas du tout situés sur la diagonale. Il y a des pays, par exemple, comme le Canada et le Japon, qui sont là, et qui sont très peu inégalitaires scolairement. C'est-à-dire que la loi selon laquelle les enfants de riches réussissent mieux que les enfants de pauvres vaut aussi, mais elle marche de manière moins rigide que dans d'autres pays. Et puis il y a des pays qui devraient être là, comme notre beau pays, la France, et dans lequel les inégalités, qui en réalité se situent là. C'est-à-dire un pays dans lequel les inégalités scolaires sont plus fortes que ce que supposeraient les inégalités sociales. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que l'école canadienne reproduit les inégalités, mais les réduit. L'école française reproduit les inégalités, mais les accentue. Et on peut avoir un second outil statistique pas très compliqué, c'est de mesurer l'indice d'impact de l'origine sociale, enfin, la part de la réussite d'un élève qui s'explique par l'origine sociale des parents. On calcule un indice statistique. La France a un indice particulièrement élevé, c'est-à-dire que l'origine sociale des parents, en France, elle joue plus que ne le supposeraient les seules inégalités sociales. Conclusion, l'école reproduit les inégalités, mais elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle les reproduit soit sans rien faire, soit elle les réduit, soit elle les accentue. Et la grande déception pour la France, c'est que la France fait partie des pays qui accentuent l'impact des inégalités scolaires. Ce qui a été une formidable déception dans notre pays, parce que je ne vais pas vous faire beaucoup d'histoire, mais la France est un pays, c'est probablement le pays au monde qui a le plus pensé que l'école serait capable de réduire les inégalités. D'ailleurs, il n'y a pas un homme politique qui ne verse tous les matins des torrents de larmes en citant Jules Ferry, Condorcet, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas autant que ça devrait marcher. Donc, les sociologues se sont pas contentés de dire les inégalités sociales déterminent les inégalités scolaires, ils se sont dit mais qu'est-ce que fait l'école? Comment expliquer par exemple en France que les inégalités scolaires soient plus fortes que ce que supposeraient simplement les inégalités sociales? D'accord? Ça, c'est des travaux qui ont été faits en France à partir des années 80. Jusque-là, on était dans la reproduction pure et simple, surtout. Mais on peut se poser la question, pourquoi il y a moins d'inégalités au Japon qu'en Corée, qu'il y en a dans d'autres pays, etc. Bien. Donc, pour essayer d'expliquer ça, on peut faire plusieurs raisonnements. Et là, je présente mes excuses à vos professeurs, parce que, évidemment,
Le rôle de l'école est en jeu. Alors ça ne veut pas dire que les professeurs sont méchants, mais ça veut dire qu'il y a dans la culture et le fonctionnement de l'école des choses qui en rajoutent aux inégalités scolaires. Alors la première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'école française a une double tradition. Elle a une tradition, si vous voulez, la tradition Jules Ferry, voilà, c'est-à-dire tous les enfants vont à l'école du village, de la République, prend un petit béarnais et en fait un petit français. Voilà, grosso modo, c'est l'école, la même pour tous, on apprend les mêmes mathématiques, la même orthographe, dans le même livre, etc. Et ça crée de l'égalité. C'est vrai, il y a cette tradition égalitaire, mais c'était une tradition d'égalité qui ne concernait que les enfants du peuple. Les enfants des milieux favorisés, ils allaient au petit lycée, ils allaient voir ailleurs comment ça marchait. Mais il y a une deuxième tradition en France, qui est une tradition qui date de la Révolution française, et notamment de l'Empire, le premier, qui est une tradition élitiste. On attend de l'école en France qu'elle sélectionne des élites qui seront chargées de sauver la patrie. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, en 1789, suivante, on a coupé la tête au roi, on a liquidé une grande partie de l'aristocratie naturelle, la noblesse. En tout cas, on a enlevé, on a coupé quelques têtes, on a enlevé leurs prérogatives, et donc la question s'est posée de quelles allaient être les élites capables de diriger ce pays, sachant que les élites de la tradition, au fond les élites voulues par Dieu, étaient mises au rencard. Et donc on a immédiatement construit un système scolaire dont la fonction primaire n'était pas d'apprendre à lire aux enfants du peuple, c'était de fabriquer des élites capables de sauver la nation. Et donc, on a immédiatement construit des grandes écoles, des concours, qui sont une maladie nationale. Je signale que la plupart des pays sous-développés qui nous entourent n'ont pas ce système-là. Donc, l'école polytechnique, l'école normale supérieure, l'école des mines, l'école centrale, et chaque fois que ça ne marche pas, on en rajoute une autre, Sciences Po, on dit, après la défaite de 1870, l'idée c'est de distinguer des élites. Donc l'instituteur de l'école primaire, l'instituteur d'Argelès-Gazost, il a en 1910, il a un double objectif, faire que tous les gamins apprennent à lire. Voilà, il n'y arrive pas, je signale, il y en a quand même qui n'arrivent pas à apprendre à lire, mais comme il n'y a pas de statistiques, ça marche bien. Et puis il a pour deuxième fonction de distinguer le petit bourdieu du village pour l'envoyer au lycée de Pau pour qu'il aille faire l'école normale supérieure pour accéder à l'élite, parce que c'est un enfant du peuple qu'il faut distinguer pour l'élever vers l'élite, pour que l'élite soit capable de produire les meilleurs savants, les meilleurs hommes politiques, etc., etc. Alors vous allez me dire tout ça est très ancien, mais pas tellement, parce que le double système, grandes écoles, classes préparatoires, visant à produire des élites et enseignement pour les autres, reste complètement... il reste. Ça n'a pas bougé. Et la seconde chose qui a... Alors ça c'est dans l'organisation, mais c'est aussi dans le fonctionnement. Par exemple, la France est le seul pays, à ma connaissance, qui note les enfants de 0 à 20. Alors, pas dire de mal, là. Mais noter de 0 à 20, c'est uniquement viser à classer les élèves. C'est pas les évaluer. Si je veux les évaluer, je vais me dire, c'est bien, c'est moyennement bien, c'est un peu mieux, c'est pas mal, il y a des choses qui manquent. Voilà. Mais 0 à 20, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un premier et qu'il y ait un dernier. Et c'est tellement fort que lorsqu'il y a 2 ans, une ministre de l'Éducation nationale avait suggéré aux maîtres d'école de l'école élémentaire de ne plus noter de 0 à 20, ça avait été un tollé, c'est le début du laxisme, de la baisse du niveau, etc., etc. Mais quand vous dites ça à un Anglais, à un Allemand, à un Américain, qu'on note des enfants de 7 ans de 0 à 20, ils se demandent si on n'est pas un peu fou. Et en plus, c'est pas de 0 à 20, je corrigeais récemment des copies de Sciences Po, c'est de 0 à 80, puisque vous pouvez noter 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50. Donc vous nous donnez un éventail de notes de 80. Alors qu'il suffit
dans d'autres pays qui ne sont pas meilleurs que nous, on dit A, B, B+, voilà, tu sais pas, voilà. Donc ça, c'est une tradition extrêmement forte. Alors cette tradition, elle a un impact sur notre système scolaire, c'est que, évidemment, ce que je dis est peut-être un peu compliqué, tous les enfants n'appartiennent pas à l'élite, mais la norme scolaire, c'est celle de l'élite. Voilà. Au fond, moi, j'ai jamais accédé à l'élite, mais j'ai été jugé à partir de la norme de l'élite. Oui, c'est comme si vous disiez, tous les gamins doivent faire de l'athlétisme, mais la norme, c'est le champion olympique. Et si la norme est le champion olympique, tous les gamins qui font de l'athlétisme sont nuls. Hein, voilà, si on me dit, tu joues au tennis, mais la norme c'est Federer. Bon, ben, il vaut mieux que je fasse autre chose. Parce que la norme, c'est l'élite. Et les enseignants, complètement, pas tous évidemment, mais beaucoup ont intériorisé cette norme. Il y avait un article il y a 8 jours de la société, du patron de la Société des agrégés, qui disait le rôle de l'école est de détecter les diamants. Détecter les diamants, c'est vachement sympa, mais qu'est-ce que je fais des tas de merde gigantesque pour détecter un diamant, c'est quand même, bon, voilà, c'est un petit problème. Donc ça, c'est une tradition extrêmement forte. Alors ça peut vous paraître absurde, mais chaque fois qu'il y a une réforme scolaire en France qui vise à démocratiser le système, vous avez un discours qui existe depuis très longtemps, le niveau baisse, on nivelle par le bas, tout va s'effondrer, la France est foutue. Je veux dire, le ministre en France qui dirait on va peut-être regarder de près les classes préparatoires aux grandes écoles, a, à mon avis, un quart d'heure d'espérance de vie. Politique, il est foutu. Voilà. Parce que c'est une tradition très particulière que nous avons. Ça, c'est la première explication qui n'est pas complètement négligeable, je le cite. Cette tradition de noter, elle a aussi une conséquence statistique extrêmement bête qu'on appelle la constante fatale. Alors, elle joue moins qu'elle jouait, mais la constante fatale, moi je l'ai bien connue, c'est de dire dans toute classe, il y a un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais qui ne devraient pas être là. C'est pas le cas de vos enseignants, qui sont des gens, mais un tiers de bons, de moyens et de mauvais. Vous sortez les mauvais et vous ne gardez dans l'année suivante que les bons et les moyens. Et dans cette classe qui n'est composée que de bons et de moyens, eh bien vous avez l'année suivante un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais. Moi j'ai connu, c'est une expérience que j'ai eue, je connaissais un lycée qui voulait avoir une classe prépa. Et il s'était dit, on va sélectionner, faire la meilleure, avec les meilleures secondes, on va faire la meilleure première S, et avec la meilleure première S, on va faire la meilleure terminale S, etc. Eh bien, l'année de la meilleure terminale S avait toujours un tiers de mauvais, dans la meilleure terminale S. Et vous les mettez, les 2 tiers qui sont passés, vous les mettez en classe prépa, vous allez voir les profs de classe prépa, vous dites, il y en a un tiers, on se demande ce qu'il faut là. C'est automatique. Moi, j'ai rencontré il y a quelque temps l'association des profs de classe prépa qui tenait leur colloque, qui m'avait invité à Toulouse. Alors, on m'expliquait, la prof de latin, du lycée Henri IV, le lycée Henri IV, ça ne vous dit rien, c'est le top du top du top du top du top, et la prof vous dit, il y a un tiers des élèves, on se demande ce qu'il faut là. Ils sont sélectionnés sur la totalité du territoire national. Il y a 20 latinistes, et je trouve qu'il y en a quand même 7 dont on demande s'ils ont le niveau. C'est plus du diamant, c'est plus ce que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est dans les têtes, mais j'insiste beaucoup là-dessus, ça explique. Ça, c'est une explication, on va dire, culturelle, historique. Pourquoi on produit plus d'inégalités. Il y a une seconde explication, qui est plus sociologique au sens classique du terme, qui est l'explication par les effets de composition. C'est-à-dire que si vous mettez... Alors, je parle uniquement des guillemets. Hein, les bons élèves ensemble, vous favorisez leur progression. Pas beaucoup, mais un peu. Et si vous mettez les mauvais élèves ensemble, vous creusez considérablement leurs difficultés. C'est-à-dire vous prenez 2 groupes d'élèves, l'un un peu meilleur et l'autre un peu moins bon, vous laissez les un peu meilleurs ensemble, ils vont devenir de plus en plus meilleurs, et vous mettez les moins bons ensemble, ils vont devenir de plus en plus mauvais, entre guillemets,
Et au bout de quelques années, l'écart est devenu, l'écart au départ, je peux tout avouer, qui n'est pas très grand, l'écart s'est creusé. Ce qui fait que la manière dont on regroupe les élèves est un facteur considérable d'inégalité scolaire. Alors ce regroupement, là, il se fait en France par 3 mécanismes. Les filières, bon, voilà, toutes les filières se valent, hein, filières. Bon. Deuxièmement, les établissements. Et ça, c'est déterminé par la carte scolaire, c'est-à-dire que, alors, je sais qu'il y a des endroits où la carte scolaire ne joue pas trop, puisque tout le monde, il n'y a qu'un lycée, tout le monde y va. Ça, mais dans une grande ville, la carte scolaire, il y a des quartiers de riches, des quartiers de pauvres, et on constate en général d'ailleurs que dans le quartier de riches, les élèves sont plus riches que les élèves du quartier, dans le quartier de pauvres, ils sont plus pauvres que les élèves du quartier. Donc, la carte scolaire, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un garant d'égalité scolaire. La carte scolaire reproduit les inégalités spatiales. Et ça, tout le monde le sait. Donc, vous regroupez les élèves en fonction de leurs compétences et vous creusez considérablement les écarts. Quand je dis ça, comprenez bien que ce n'est pas des blagues. On a calculé que dans un collège chic de centre-ville, il y avait en moyenne 20 minutes de classe par heure de plus que dans le collège de banlieue. Parce que dans le collège de banlieue, pendant 20 minutes, le prof dit taisez-vous, sortez vos cahiers, écoutez-moi, taisez-vous. Et 20 minutes par heure sur une année, ça fait qu'à la fin de la scolarité, les bons élèves ont eu quasiment une année de plus de cours que les moins bons. Donc c'est pas... Bon, et puis là, évidemment, le niveau d'exigence n'est pas le même, etc. etc. Bon, c'est comme si vous, pour prendre une métaphore qu'on comprend mieux, vous prenez les gamins un peu doués pour le foot, vous les mettez tous ensemble, et les gamins pas trop doués, vous les mettez tous ensemble, vous donnez de meilleurs entraîneurs aux plus doués qui vont s'entraîner plus longtemps, à la fin, ben, il n'y a plus de match. Voilà. Donc, les enjeux de regroupement des élèves sont des enjeux considérables pour l'égalité scolaire. Et là, l'école joue un rôle. Alors, il y avait la carte scolaire qui jouait ce rôle tout seul. Mais depuis plusieurs années, comme les parents ont compris que le destin social de leurs enfants était déterminé par leur diplôme, les parents qui ont ce défaut de bien aimer leurs enfants disent si l'école du quartier ne me va pas, je vais voir ailleurs. Grosso modo, dans une ville comme Toulouse aujourd'hui, un élève sur 2 n'est pas scolarisé dans le secteur de son collège. Donc la moitié triche. Alors vous pouvez tricher dans le public. Les gens de gauche, ils trichent dans le public. Les gens de droite, ils trichent dans le privé. Voilà, pour dire les choses simplement. Ce qui fait que les hommes ne me paraissent pas les mieux placés pour faire la leçon aux autres, puisqu'en plus, eux, ils ne payent pas. Et l'autre, ben oui, quand même. Je connais des copains qui vivent entre le lycée Henri IV, le lycée Louis le Grand et le lycée Saint-Louis, qui trouvent que la carte scolaire, c'est vachement bien quand même. C'est incroyable qu'il y ait des gens qui trichent. Les gens qui vivent au Mirail à Toulouse, ils trouvent que la carte scolaire, c'est pas terrible. Parce qu'ils voudraient bien tricher. Voilà ce que... Donc ça en rajoute énormément. Mais en même temps, vous ne pouvez pas demander aux parents, dire aux parents, t'es pauvre, tu vis là, tu la boucles, c'est fini, il faut bien leur... Ça serait quand même terrible de leur imposer une contrainte que les classes moyennes, au fond, ne s'imposent plus. Et puis, il y a des manières de tricher plus subtiles. Par exemple, les options rares. Les options rares, il y a une passion pour le chinois, une passion pour le latin. Le latin, c'est extraordinaire. Je dis pour le latin, je précise, mais ça vous fait des classes d'enfants blancs en garantie. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas, comprenez, je ne fais pas de la morale, c'est pas de la morale, je dis simplement, plus le système scolaire s'est massifié, plus, dans l'ancien système scolaire que j'ai connu, les inégalités scolaires, elles se font avant l'école. Hein? Grosso modo, c'est votre naissance qui va déterminer votre parcours. Mais quand tout le monde va à l'école, les inégalités scolaires, elles se font dans le fonctionnement de l'école. D'accord ? Moi, je peux, pour que tout le monde soit à l'aise, je me souviens, mon épouse était institutrice, donc elle connaissait bien le système. Dans l'école du quartier, il y avait une institut géniale
tous les gamins savaient lire à Noël. L'autre institut n'était pas génial, la moitié savait lire au mois de juin. Mes enfants sont allés comme par hasard. J'ai la première, enfin, on n'a pas, au nom de l'amour de la République, leur dire tu ne vas pas apprendre à lire parce que c'est bon pour l'égalité sociale. Donc voilà. Donc, voilà. Vous regarderez, quand vos parents dînent avec des amis, généralement, il faut dire que les inégalités scolaires sont trop grandes, et ensuite ils vont discuter de 1000 manières qu'on a de tourner la carte. Voilà. Bon. C'est normal, entre guillemets, parce que dans un système de masse, les inégalités scolaires, c'est les petites inégalités accumulées. Alors que, il y a 60 ans, les enfants de riches allaient au petit lycée, les enfants de pauvres allaient à l'école élémentaire, les enfants de pauvres exceptionnellement doués allaient au petit lycée, mais tout le monde se retrouvait dans sa case de départ pour l'essentiel. C'est peu le cas aujourd'hui. Hein. Quand on dit les héritiers, c'est pas très juste. Parce que même si vos parents sont riches, pour devenir riche à votre tour, il faut être premier à l'école aujourd'hui. À moins que votre papa s'appelle Steve Jobs. Enfin, autrement, si votre père est médecin fortuné, ben, il faudra aussi réussir les études de médecine. Et, voilà. Donc, ça, c'est des mécanismes, j'insiste pas là-dessus, mais qui jouent un rôle considérable. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui sont plus subtils, qui sont les mécanismes du jugement scolaire. Voilà. Pour que l'école soit parfaitement juste, il faudrait que les enseignants soient des saints, surtout des saints maintenant, et ne vivent pas dans la vie sociale. Voilà. Or, dans la vie sociale, on a tous des jugements sociaux, des préjugés, bon, et on constate qu'ils fonctionnent à l'école. Par exemple, quand on fait l'expérience, moi je l'ai faite, on donne deux dossiers scolaires comparables, moyens, pas très bons, et l'un est attribué à un enfant d'origine très modeste et l'autre à un enfant d'origine moyenne supérieure. On s'aperçoit que le jugement scolaire sera toujours favorable à l'enfant moyen supérieur parce qu'on dira mais sa famille va l'aider. Voilà. Et dans l'autre, on va dire on ne va pas le mettre dans cette situation où il va se planter. Donc, voilà. On s'aperçoit que si vous mettez le prénom, le sexe, ça change un peu les choses. De ce point de vue-là, mieux vaut être une fille. Sauf en maths. En maths, si on... Alors pas vous qui êtes toutes très fortes en maths, mais dans les petites classes, par exemple, vous dites, petite classe d'école élémentaire, vous donnez un dessin de géométrie à faire, vous dites aux filles c'est une épreuve de dessin, elles réussissent vachement bien. Vous leur donnez la même épreuve en leur disant c'est une épreuve de maths, elles échouent, parce qu'elles sont convaincues que les filles c'est nul en maths. Vous voyez donc, c'est chaque fois, c'est des trucs microscopiques, mais des trucs microscopiques sur des trucs microscopiques. Vous avez d'un côté Polytechnique dans Maths Sup et puis les jugements scolaires, etc. etc. D'ailleurs, Condorcet souhaitait que les enseignants n'aient pas d'enfants. Comme les prêtres, parce qu'ils disaient s'ils ont des enfants, ils vont avoir des jugements scolaires biaisés. Bon, moi je pense qu'on a eu raison de permettre aux enseignants de se marier. Mais, voilà. L'école est dans la société, pour dire les choses. Donc tout ça, ça fait que certains pays vont plutôt réduire les inégalités, je ne sais pas si vous me comprendre, et d'autres plutôt les accentuer. Et nous, on a une tradition scolaire, un mode de fonctionnement qui les accentue plutôt. Et souvent d'ailleurs sur des effets très contre-intuitifs, c'est-à-dire que souvent nos mécanismes inégalitaires sont plutôt des mécanismes qu'on croit être égalitaires. Enfin, pour insister là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un problème que nous avons. Alors, je vais m'arrêter sur deux questions en même temps, finales, qui sont un peu d'ordre philosophique, entre guillemets. Mais que serait une école juste? Voilà, ça, c'est une question importante, parce que, après tout, l'école, c'est fait pour faire des inégalités. Si l'école ne hiérarchisait pas les élèves, personne n'irait à l'école. Personne. Enfin, on irait apprendre à lire, à compter, à faire de la pâte à modeler, mais ensuite,
On va à l'école parce qu'on espère avoir des diplômes qui vont permettre d'occuper des positions, et donc c'est un système qui crée des inégalités. Il n'y a pas d'école qui ne classe pas les élèves, qui ne les range pas. Alors, pas forcément avec l'obsession française sur ces classements, mais quand même, on a toujours des premiers, des derniers. Donc, il y a plusieurs modèles de justice scolaire. Le premier, évidemment, qui s'impose à nous, c'est l'égalité des chances. L'école juste serait l'égalité des chances, c'est-à-dire une école qui effacerait les effets des origines sociales et qui ne jugerait les élèves qu'en fonction de leur mérite. Donc, qui créerait des inégalités parfaitement justes, parce qu'elles ne seraient pas entachées par un effet d'inégalité sociale. D'accord? Une sorte de compétition scolaire pure, le modèle étant celui, je reviens du tournoi de tennis. Le tournoi de tennis, on ne peut pas dire que le vainqueur n'a pas gagné, puisqu'on a fait tout pour effacer toute suspicion, sur hypothèse qu'ils ne sont pas dopés, mais ils ont changé de côté tous les deux jeux pour qu'il n'y ait pas l'effet du vent, on a mis des caméras pour mesurer les vibrations de brins d'herbe sur la ligne blanche. Enfin, bon, voilà. À la fin, Federer gagne, il a gagné. C'est pas contestable. Donc, le modèle de l'égalité des chances, c'est un modèle qui est incontestable parce que plus nous sommes dans une société démocratique, plus nous sommes considérés comme égaux au départ, et plus nous sommes considérés comme égaux au départ, les seules inégalités acceptables, c'est les inégalités issues d'une compétition objective et indiscutable. Voilà. Ça, c'est le XVIIIe siècle. Ça, c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, ce modèle de justice, il pose un petit problème. Le premier, évidemment, c'est qu'il ne dit pas quelles sont les inégalités finales acceptables. Parce qu'on peut avoir une conception très darwinienne de ce système, disant les meilleurs empochent tout et les vaincus n'auront rien. Il y avait un philosophe anglais qui s'appelait Spencer qui avait combiné l'égalité des chances et le darwinisme social. Donc voilà. On crée une élite naturelle par la compétition équitable. Alors ça, c'est un problème parce que ça peut créer de très grandes inégalités. Hein, je veux dire, est-ce qu'il est juste que les meilleurs de la compétition scolaire raflent la mise et que les moins bons de la compétition scolaire n'aient rien? La question mérite d'être posée. Et elle a été posée par un philosophe très important de la deuxième moitié du siècle dernier qui s'appelait John Rawls et qui dit ce système peut devenir épouvantable parce que, au fond, le règne du mérite peut créer de très très grandes inégalités. Et donc, il a introduit un deuxième principe de justice qui dit non, non, la justice, c'est pas uniquement que le meilleur gagne, c'est le système juste, c'est celui qui traite le mieux les vaincus du système. Donc, la meilleure école, c'est pas seulement l'école de l'égalité des chances, c'est l'école dans laquelle les élèves les plus faibles ont les meilleurs résultats possibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça s'appelle l'égalité de résultats. Alors ça, c'est un gros problème parce que les tenants de l'égalité des chances, en France, je peux vous donner quelques noms, Madame Polony, M. Finkielkraut, etc., se battent contre les tenants de l'égalité des résultats. Je peux vous donner quelques noms, François Dubé, considérés comme des assassins du système scolaire, parce que je m'obstine à faire baisser le niveau, pour que vous en rendez compte. Donc, mais il y a un vrai enjeu. Est-ce que l'école juste, c'est l'école dans laquelle quelques enfants d'origine modeste et de l'immigration accéderont à l'école normale supérieure? Ou bien est-ce que c'est l'école dans laquelle les élèves des lycées professionnels auront les meilleures positions possibles? Vous voyez, il y a un enjeu. Alors, ça peut paraître très abstrait, mais si vous faites de la politique, c'est pas du tout la même chose, parce que vous ne mettez pas l'argent au même endroit. On en met évidemment plus. Et puis la troisième critère d'utilité, c'est est-ce qu'une école juste, c'est aussi une école qui garantit une certaine utilité des diplômes. Je veux dire, l'école qui serait juste en termes de résultats, mais dans laquelle les diplômes ne vaudraient rien pour une moitié des élèves, ce serait quand même un petit problème. Donc il faut aussi s'intéresser à l'égalité des utilités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'assurer que toutes les formations soient utiles à ceux qui les acquièrent.
Je parle de ça parce que quand vous avez des débats scolaires, en fait, c'est des débats de cette nature. Est-ce qu'on choisit plutôt l'égalité des chances, plutôt l'égalité des résultats, plutôt l'égalité des utilités? Quand vous comparez les systèmes scolaires à plan international, vous voyez qu'on a des philosophies scolaires souvent très différentes en fonction des pays. Donc, ce n'est pas que des problèmes techniques, des problèmes d'inégalité scolaire, c'est aussi des choix politiques. Qu'est-ce qu'on préfère? Alors évidemment, la bonne école, elle combine l'égalité des chances, l'égalité des résultats, l'égalité des utilités. Une école qui ne jouerait qu'une seule de ces cartes, évidemment, serait une école catastrophique. Donc, les débats sur les inégalités scolaires sont des débats qui ont une certaine ampleur. Et alors, je voudrais vous dire que c'est des débats aussi vieux que l'école. Quand vous prenez les querelles scolaires en 1902 sur la réforme des lycées, c'est au mot près les mêmes que vous aurez sur la réforme du bac pour 3 semaines. C'est imperturbable. On invente les trucs qui existent depuis siècles, chaque fois, mais parce que ce sont des débats absolument récurrents. Conclusion, il y a beaucoup de choses à faire pour que l'école soit meilleure qu'elle n'est. En même temps, il faut se poser la question, qui en France est difficile à poser, de savoir ce que peut vraiment faire l'école. Parce que nous avons une tradition scolaire en France qui est très particulière, à laquelle j'ai consacré un livre que tu n'as pas cité, mais que je suis très attaché, qui s'appelle « Le déclin de l'institution », et dans lequel j'explique que la France a combattu l'Église en donnant à l'école républicaine les fonctions traditionnellement attribuées à l'Église. C'est-à-dire de former des citoyens comme l'Église formait des croyants, et surtout de sauver le monde. Or, peut-être qu'il n'est pas raisonnable d'attendre de l'école qu'elle sauve le monde. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait dire. Peut-être qu'on pourrait se contenter d'avoir une école sympathique et qui marche bien, et pas de toujours lui dire qu'elle est responsable du malheur du monde, etc. Après tout, quand vous regardez la réduction des inégalités scolaires en France, elle s'est faite dans des conditions qui ne tenaient pas tellement à l'école, l'augmentation du niveau de vie des plus modestes, et un marché de l'emploi extrêmement porteur. Voilà. Et si vous avez un marché de l'emploi qui marche bien et des inégalités sociales qui se réduisent, l'école va mieux. Or, nous vivons aujourd'hui dans une société où on est convaincu qu'on ne peut plus tellement agir sur le marché de l'emploi, plus tellement agir sur la structure sociale, et donc on dit toujours à l'école, c'est à toi de faire le boulot, mais l'école, peut-être qu'elle ne peut pas en faire tant que ça. Voilà, donc j'ai été trop long, vous êtes déjà épuisé. Merci. Donc j'écoute vos questions en vous rappelant que vous avez le droit de ne rien avoir compris, de ne pas être d'accord, que je ne vous corrigerai pas à la fin de la séance.